Bonjour à tous. Alors, dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés à la question suivante. Quelle voie est la bonne pour l'homme? Celle de l'égoïsme, la recherche de son propre intérêt, ou au contraire la recherche du bien d'autrui? Si les dieux n'existent pas, pourquoi vivre selon la vie juste que défend Socrate, et non pas l'injuste que défend Thrasymachie? Si ce dernier mode de vie nous permet d'atteindre tout ce que nous désirons. Et ce juste que défend Socrate, est-il réellement la vertu qui correspond à l'homme, quelque chose qui lui est naturel, ou est-ce simplement une convention sociale et donc une illusion? Il faut savoir que la discussion entre Socrate et Thrasymachie a été suivie par les deux frères de Platon, Glaucon et Adimante. Ceux-ci se demandent de quel côté pencher, à savoir l'injustice de Thrasymachie ou la justice de Socrate. Le livre 2 commence donc sur une discussion entre Socrate et Glaucon à propos du type de bien qu'est la justice. On peut différencier entre les biens que l'on cherche pour eux-mêmes, par exemple la joie et les plaisirs, ceux que l'on cherche pour eux-mêmes et pour leurs conséquences, comme la santé et la raison, et ceux que l'on ne cherche que pour leurs conséquences, comme le fait de vouloir accéder à une profession essentiellement lucrative. Pour Socrate, la justice fait partie du deuxième groupe, c'est-à-dire que l'on cherche la justice pour elle-même, mais aussi pour ses conséquences. Glaucon va alors apporter la contradiction à Socrate en défendant la thèse selon laquelle on chercherait la justice uniquement pour ses conséquences, et qu'il n'y aurait donc rien dans la justice en elle-même qui devrait nous pousser à la poursuivre. Pour défendre cette hypothèse, il nous livre une expérience de pensée à travers le mythe de l'anneau de Gygès. C'est l'histoire d'un berger nommé Gygès et qui s'est toujours comporté de manière juste. Un jour, il trouve sur le sol un anneau. Il se rend compte alors que cet anneau lui donne le pouvoir d'être invisible. Gygès cède alors à la tentation et utilise ce pouvoir pour séduire la reine, comploter avec elle et finalement assassiner le roi pour s'emparer du pouvoir. Cette allégorie nous pousse à la réflexion suivante. Est-ce que nous nous comportons de manière juste seulement par peur des sanctions? Et si tel est le cas, est-ce que l'on serait tous tentés de céder à la même tentation que Gygès si un jour nous tombions sur ce même anneau? On peut donc se demander si nous suivons la morale et la loi juste par convention ou bien s'il y a quelque chose de naturel en l'homme qui le pousserait vers la justice. Si c'est juste par peur de sanction que l'homme juste agit comme tel, alors son refus d'agir de manière injuste découle en réalité simplement d'une impuissance à commettre l'injustice. Ainsi, tout homme désirerait en fait pouvoir être injuste, quand cela peut lui être profitable, mais tant que la loi règne, la crainte des conséquences de ses actes le pousse à y renoncer. Pour Glaucon, celui qui excelle dans l'injustice, que l'on pourrait appeler l'injuste parfait, obtient tout ce qu'il désire, tout en trouvant le moyen de paraître juste aux yeux des autres. Il obtient donc le pouvoir, la femme qu'il convoite, et tout cela en manipulant, trichant, mais sans jamais se faire prendre. L'homme qui incarnerait la justice parfaite, à l'inverse, agirait toujours justement, sans chercher à le paraître, de telle manière qu'il pourrait même finir par être considéré comme injuste. Ainsi, l'injuste serait supérieur au juste, car il serait plus heureux que lui. Adimante,
l'autre frère de Platon, va poursuivre la réflexion de Glaucon. Il se préoccupe du fait que la personne voulant être juste ne le fasse pas tant pour la justice en elle-même que pour les avantages que cela procure, comme les honneurs ou les biens matériels. Le problème étant que ce qui procure ces biens, ce n'est pas tant la justice que la réputation d'être juste. Les injustes peuvent aussi arriver à ces mêmes récompenses par des manipulations. En conclusion, ce que voudrait Adimante, c'est que Socrate lui prouve que la justice, le fait de mener une vie juste, contient en elle-même sa propre récompense. En somme, il faut démontrer que le juste est une fin et non pas un moyen, sans quoi il ne vaudrait pas plus que l'injuste. Comme répondre à ces questions nécessite de clarifier la nature de la justice, Socrate décide de quitter l'échelle de l'homme pour aborder ce problème à une échelle plus grande, celle de la cité. En effet, on peut autant parler d'homme juste que de cité juste. L'objectif ici est que la justice pour la cité soit la même que pour l'homme, de telle manière que le bien commun corresponde au bien de l'individu. Il faut que l'organisation de la cité reflète l'organisation de l'âme humaine, que l'on ait une relation microcosme-macrocosme. La question est donc la suivante. Comment serait une cité parfaitement juste ? Eh bien, tout d'abord, il faut signaler l'origine de celle-ci. Initialement, les hommes s'unissent en peuple et fondent une cité par nécessité, car un homme seul ne peut parvenir à obtenir tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire manger, être logé, se vêtir. Il faut donc qu'il y ait une spécialisation et division du travail, notion que l'on retrouvera plus tard chez Adam Smith. Chacun doit donc jouer son rôle, selon ses capacités et ses affinités. Le but étant que chacun puisse subvenir à ses besoins en travaillant pour les autres, tout en récoltant le fruit du travail des autres professions. Ici, on peut distinguer 3 classes dans une cité juste. En premier lieu, il faut des personnes qui produisent des biens, des commerçants pour les vendre, et d'autres pour exporter ou importer des marchandises. Tous ces métiers peuvent être rangés dans la classe des producteurs, qui serait la classe des artisans, des laboureurs et des marchands. Ce sont eux qui produisent ce dont la cité a besoin. Mais de ce développement finissent par jaillir des besoins superficiels, luxueux et inutiles, et donc des excès et des vices. Ici, on peut noter que Socrate pense que vivre bien implique nécessairement la possibilité de vivre mal. S'il n'y avait pas de liberté de faire le mal, si la possibilité du mal n'était pas, eh bien, la vertu que l'on appelle justice et qui nous oriente vers l'action juste serait tout bonnement inutile. En fait, une personne est vertueuse justement parce qu'elle est consciente de la possibilité du vice et qu'elle s'y refuse. Revenons-en maintenant à la cité. Les besoins croissants de celle-ci que l'on a évoqués peuvent conduire à un manque d'espace et de ressources, ce qui peut impliquer la nécessité de prendre le territoire d'un autre. De même, d'autres cités peuvent convoiter notre terre et vouloir nous la dérober. Enfin, la complexification de la cité peut conduire certains citoyens à vouloir dérober le bien d'autrui. Tous ces scénarios demandent donc l'apparition d'une classe distincte de celle des producteurs, que l'on pourrait appeler la classe guerrière. Les guerriers ou gardiens vont donc être primordiaux pour maintenir 2 sortes d'ordres. Premièrement, un ordre externe, pour les raisons que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il faut étendre son pouvoir sur des terres étrangères
tout en se défendant contre les attaques d'autres cités. Ensuite, les guerriers se chargent de maintenir un ordre interne à la cité, parce que l'accumulation de richesses, de luxe, peut conduire à la convoitise, la jalousie, et donc à des scissions et à un déséquilibre. Mais qu'est-ce qui caractérise cette classe guerrière? Eh bien, on a vu que les producteurs sont dirigés vers la satisfaction des désirs et besoins. C'est quelque chose qui serait propre à leur nature, qu'ils auraient dès la naissance. La classe des guerriers, à l'inverse, est caractérisée non pas par le désir, mais l'irascibilité. L'irascibilité est une passion qui provoque l'indignation, qui nous permet de nous irriter. C'est ce qui fait que l'on s'emporte facilement. En effet, imaginons que nous voyons sous nos yeux une personne se faire dépouiller. Pour agir, vous conviendrez qu'il ne suffit pas seulement de comprendre la situation, mais il faut être pris d'une colère et d'une indignation qui nous poussent à agir. Enfin, la dernière classe qui compose la cité est celle des gouvernants. Ceux-ci doivent être caractérisés par la raison, et pour Platon, ce doit être des philosophes rois. Maintenant, si nous revenons à l'échelle de l'âme humaine, elle peut elle aussi être vue comme l'union de trois éléments. La première partie serait la partie désirante, c'est celle qui correspond à la classe des producteurs dans la cité. Ensuite vient la partie irascible ou ardente, qui correspond dans la cité à celle des guerriers. Enfin, la dernière partie est la partie raisonnable de l'âme, qui correspond aux gouvernants dans la cité. Et si maintenant on veut se pencher sur la relation qu'entretiennent ces trois éléments de l'âme, eh bien, on peut dire que la partie désirante, c'est d'abord la part de moi-même qui me pousse vers la satisfaction de désirs matériels, charnels. La partie irascible de l'âme, c'est celle qui est capable de s'indigner pour nous porter à agir. Enfin, la partie rationnelle permet de contrôler les deux autres. Pour faire une analogie, on peut associer la partie désirante à un troupeau de moutons. La partie irascible peut être assimilée au chien qui surveille ce troupeau. Et enfin, le berger, qui serait la partie raisonnable, permet de diriger et coordonner le tout. À l'échelle de la cité, de la même manière que le berger a besoin du chien pour gérer son troupeau, le gouvernant, philosophe roi, a besoin de la classe guerrière pour réfréner les désirs naturels basiques de la classe des producteurs. Maintenant, Socrate insiste beaucoup sur l'importance de l'éducation de la classe guerrière. Les guerriers sont par essence, pourrait-on dire, irascibles. Ils ont certes la capacité de s'indigner, ils ne sont pas sujets à se laisser séduire par les désirs vitaux, comme les membres de la classe des producteurs, mais l'objet de leur indignation n'est pas inné, il doit être acquis pour qu'ils puissent s'indigner et se mettre en colère pour les bonnes raisons. C'est pour cela que Socrate insiste sur l'éducation de la classe guerrière. Et nous verrons cela dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.